Bonjour et bienvenue dans mon émission Épicerie Fine. Je vous amène une nouvelle fois à la découverte d'un produit d'exception du terroir français et de son producteur. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Rémi Coste, producteur d'olives à Mossane-les-Alpilles. Et bien sûr, retrouvez en fin d'émission mes astuces de chef et la recette du jour. Vinaigrette au thym citron, citron vert, à l'huile d'olive de la vallée des Baux, pour accompagner par exemple un filet de rouget. Au cœur de la Provence, dans le massif des Alpilles, une petite production d'olives se perpétue. Dans cette vallée touristique des Baux de Provence, terre chérie d'Alphonse Daudet, poussent encore des oliviers qui donnent des fruits et une huile très douce et subtile, moins fruitée que celle de Nyons, moins amère que celle de Corse. Guy Martin nous fait découvrir l'exploitation de Rémi Coste, un oléiculteur qu'il connaît bien. Bonjour Rémi. Ça va Guy? Ça va? Content de vous revoir. Ah ben ça fait plaisir d'être là. Hein. Voilà. Donc là c'est chez vous? C'est chez moi, mais ça fait, si c'est vraiment chez moi, tout cet ensemble, je serais vraiment riche, mais on en profite déjà. Alors là, les oliviers, les vignes derrière le château alors? Voilà, plein cœur de la Provence. Voilà, en pleine dans l'appellation la vallée des Baux de Provence, avec un très bon terroir, des très bons produits. Enfin bon, il y en a un peu de partout, mais nous on est particulièrement fiers. Quoi. Voilà. Alors, et ces montagnettes, on les appelle comment? C'est les Alpilles, voilà, les Alpilles. C'est magique. Bon, qui culminent à 300 et quelques mètres. Ah quand même, quand même, 300 mètres. C'est une région que je connais depuis toujours. Je suis venu enfant, j'adore, j'ai vu l'évolution de cette région. C'est un endroit qui est magique, il y a une tranquillité, il y a une paix. Et surtout, on est au milieu des produits que j'adore, la vigne, les huiles, avec ces oliviers, ce sont vraiment à chaque fois des moments qui sont des moments forts. Surtout l'olivier avec cet arbre, tout ce qu'il représente depuis la mythologie jusqu'à aujourd'hui. Disons qu'on a deux stades de cueillette. Là, en ce moment, on ramasse l'olive de table, l'olive cassée de la vallée des Baux qui est en AOC. Ça a été la première AOC en olive de table. Donc l'olive est verte. Elle va tout doucement arriver à maturité au mois de novembre en changeant de couleur comme le raisin, comme beaucoup de fruits. Donc on casse l'olive pour la désamériser et après on prépare une saumure avec du fenouil sauvage. C'est très caractéristique de la région. De la région. Voilà. Et elle va servir après pour l'huile. Comme base, comme c'est notre grenache, c'est... un peu la structure, c'est ça? C'est ça, exactement, c'est le terme exact, c'est la structure de l'huile, c'est ce qui en fait toute sa charpente. Et derrière, on a des variétés comme la Grossane, qui est une olive très typique des Baux, qui va amener beaucoup d'arômes. La Béruguette, qui est dans l'appellation nationale, et la Glando, qui va apporter beaucoup de fruits, et la Verdale, qui elle aussi apporte de la couleur et également du fruit. Donc avec ces quatre variétés, on va avoir des goûts un peu différents suivant les années, suivant les moulins, suivant les propriétaires, on va avoir des... Voilà, parce qu'il faut bien expliquer, l'olive c'est un produit vivant. C'est comme le vin, c'est un produit vivant, donc chaque année il va avoir... Mais avant toute récolte, il faut prendre soin de ces oliviers parfois centenaires. Là, on a compris, l'olive, elle a poussé. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Pour que l'olive produise, il faut que l'année précédente, l'olivier ait poussé. Donc voilà de la pousse de cette année. Une nouvelle pousse donc. Voilà. Et à l'aisselle des feuilles, vous voyez, on devine déjà la grappe florale qui va se développer. Et ce qui est très important, c'est d'éviter l'alternance. L'olivier dans ses gènes a ce phénomène d'alternance. Un coup je fais des fruits, un coup je fais de la pousse. Et pour avoir des productions régulières, on essaye de les tailler pour qu'ils aient à la fois du fruit et de la pousse. Il est à la fois très rustique, vous pouvez l'abandonner pendant des années et jamais il mourra, elle est éternelle, puisqu'il y a de grosses souches. Sa partie cachée, sa partie iceberg, là, c'est des grosses souches de ça, je crois que c'est vraiment important d'expliquer qu'en fin de compte, c'est un peu comme l'iceberg. Le principal, il est dessous. Il est dessous. Il y a du rejet, vous voyez, il y a cette espèce de force de la souche qui permet à l'arbre de repartir tout seul. Et ce sont des arbres qui sont probablement plus que centenaires. Mais dans des tailles quand même que le gel rend modeste. Rend modeste. Voilà. Dans ce climat méditerranéen, l'été, les arbres ont parfois besoin d'être arrosés.
le goutte à goutte est utile, surtout dans les périodes sèches. Exactement. Et en même temps pour réguler... Exactement, c'est exactement ça. C'est un petit plus qu'on donne à l'arbre quand la nature est courte en pluviométrie et tout. Par le biais du goutte à goutte, qui était un arrosage qui est très modeste, qui demande un peu guère d'eau, on arrive à tenir l'arbre, à lui apporter à ce moment-là ce qu'il lui faut. C'est surtout au printemps, l'olivier, en période de pousse, où il a besoin d'eau. Parce que l'olivier, arbre méditerranéen, l'été fait la sieste. Ah ouais. Il est un repos végétatif, comme en hiver. Et donc à ce moment-là, ça ne sert à rien de le brusquer, parce qu'on va au contraire de sa nature. En septembre commence la cueillette des olives de table. Plus tard, en novembre, on récolte les olives qui serviront à la fabrication de l'huile. On va tester aux capacités de ramassage. Bon, encore ramassage, je pense que ça va aller, c'est après que ça va se compliquer. Ah non, ne pensez pas, parce qu'il faut quand même trier, comme on est dans de l'olive de table, il faut trier les plus grosses. Ouais. Si elles ont des coups, il ne faut pas les ramasser. D'accord. Donc bon, il y a quand même un petit savoir-faire. savoir-faire. Donc là, il y a une ceinture. Alors voilà, déjà, vous voyez, pour mettre la ceinture, c'est... Donc, vous allez passer autour de votre taille. Autour de la taille. Voilà, tout simplement. Et là, comme ça. Voilà. Bon, ça va, il Voilà. y a de la marge ou il n'y a pas de la marge? Bon, c'est bon, j'arrive à la mettre. Voilà. Donc moi, comme je n'ai pas de ceinture à ma taille, j'emploie une canestelle. Ouais. Voilà, on va essayer de la mettre. De toute façon. Et puis bon, vous allez attaquer donc On commence du bas du bas vers le haut. Du bas vers le haut. Donc, vous voyez, ces olives ont un calibre suffisant. Par contre, cette petite, manifestement, ne l'a pas. D'accord. Donc il vous faut, quand vous allez ramasser... Prendre que les beaux modèles. Alors, pour ce qui est du ramassage ce matin, je vous paye pas à l'heure, mais je vous paye au... Alors, ça va être chaud, on est bien d'accord. alors, aidez-moi, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Bon, et voilà. sur ces petites olives, ça veut dire que vous allez revenir dans 15 jours non, ça vaut pas le coup, on laisse tomber, elle ne développera plus. Il y a deux cas de figure. Si on en laisse suffisamment, après c'est vrai qu'elle profite, donc on peut faire une deuxième passe. Sinon on la garde pour l'huile. Et bien souvent on les laisse telles quelles. C'est ça, voilà. Pour les oiseaux. Ça, c'est un métier qui a évolué énormément. Déjà, les arbres sont plus petits. Et est-ce que vous trouvez toujours de la main-d'œuvre? Alors, au niveau, c'est vrai qu'on a adapté un peu la taille de nos arbres à des contraintes économiques. On a baissé les arbres pour que les chevalets soient moins grands, pour que l'olive soit plus accessible. Mais ça fait quand même appel à une main-d'œuvre traditionnelle et locale. Parce qu'il faut trier ce coup d'œil. La main-d'œuvre est très importante en coût, donc il faut avoir une rentabilité. Et ce coup d'œil, cette dextérité, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, c'est ça. Et donc, dans les villages, c'est souvent les dames, dont ça fait un revenu complémentaire, qui s'emploient à ça. Là, on parle, on va dire, de la façon traditionnelle de ramasser les olives, c'est-à-dire les chevalets ou pas les chevalets, ça va dépendre de la hauteur des arbres. Oui. Et puis, on va ramasser les olives à la main. Ça, on va obtenir la meilleure qualité parce qu'il y a un choix, etc. Mais ça ne se passe pas partout comme ça. Et c'est aussi parfois ce qui explique les différences de prix, sans doute, entre une huile d'olive qui a été ramassée de façon manuelle et une autre dont les olives ont été ramassées de façon mécanique. Pour le ramassage pour l'huile, à part des cas très particuliers, on a un ramassage qui est plus brutal, j'allais dire. C'est-à-dire on va tout ramasser. Il n'y a pas de tri de calibre. Donc c'est quasiment abandonné maintenant le ramassage au panier à la main, si ce n'est de toutes petites exploitations où les gens veulent se faire plaisir, j'allais dire. On emploie maintenant des filets, des peignes électriques ou manuels, et on fait tomber l'olive sur le filet. Et après on ramasse les filets. Je crois que ça fait partie, cette cueillette, de la vie de la région, de la vie de l'olivier et de l'olive. C'est un moment qui va durer 2-3 mois dans l'année. On va ramasser ces olives, on va les casser, on va les mettre au saumur, on va les travailler. Et pendant 2-3 mois, on va pouvoir les consommer jusqu'avant Noël, on va dire, de septembre à décembre. En fin de compte, c'est une approche qu'on connaît relativement mal parce que je ne sais pas si ça voyage vraiment très bien, que c'est une production qui est surtout locale, que c'est une AOC, donc une quantité moindre, il n'y a pas beaucoup d'olives cassées qu'on peut trouver sur les marchés, un savoir-faire. Et je trouve que ça fait partie déjà, ça nous annonce l'huile qui va arriver. Parce que l'huile d'olive, c'est pas comme le vin. L'huile d'olive, elle aime être consommée jeune. On ne va pas la garder, la conserver, ça ne sert à rien. Alors, il est toujours préférable d'acheter des petites quantités. Et au fur et à mesure, si on achète des quantités un petit peu plus importantes, il faut plutôt la conserver au frais et à l'abri de la lumière.
Et c'est ça qui est vraiment intéressant sur ces huiles, c'est qu'en fin de compte, on va donner une personnalité au plat que l'on va réaliser, différent chaque année, à chaque saison. Dans cette vallée des Baux de Provence, une confiserie transforme les olives. L'olive est en effet un fruit, mais la manière de le confire se passe de sucre. La recette mêle d'autres produits méditerranéens. Elle se transmet depuis 3 générations dans la famille de Jean Martin. Donc Jean Martin était notre grand-père qui, au début donc, du siècle dernier, a créé cette recette d'olive cassée de la vallée des Baux au fenouil. Et effectivement, pendant 40 ans, cette olive est devenue une tradition dans le sud de la France. Tous les ans, au mois de septembre, les gens attendent leur olive cassée. Nous avons un contrôle qualité ici qui nous permet de détecter s'il n'y a pas une attaque de mouche, s'il n'y a pas un petit ver, des coups dus au Mistral, pour essayer de choisir les meilleurs lots. Donc ça, c'est tous les matins. Et ensuite, on passe immédiatement au lavage, calibrage, cassage. Donc le cassage étant un éclatement de la chair pour préparer à la désamérisation naturelle. Si on ne les éclate pas, la désamérisation va être beaucoup plus longue et risque de rendre l'olive trop souple après. La présence d'oliviers sauvages dans le bassin méditerranéen remonte à 60 000 ans. En Provence, des feuilles d'olivier fossilisées datant de 8 000 ans avant notre ère ont été retrouvées, mais la culture de l'olivier aurait été implantée en 600 avant Jésus-Christ par les Phocéens venus de Grèce orientale, coloniser la ville de Massilia, l'ancêtre de Marseille. Les plantations d'oliviers sont peu nombreuses en France. Elles ne couvrent que 5% de la demande des consommateurs, mais les variétés et les goûts n'en sont pas moins multiples. L'olive verte, elle a subi des transformations, l'olive noire aussi, mais 2 préparations différentes, avec 2 goûts différents. Le goût de l'olive noire, on est plus sur le côté fruité, surmaturé, et l'olive verte, on va être plus sur la fraîcheur. Sur le côté huile, l'huile qui va apporter sa fraîcheur, qui va apporter peut-être en fin de bouche ce côté piquant. C'est difficile de recommander telle ou telle provenance d'olives sur les olives vertes qu'on va consommer comme ça, parce qu'il y a tellement de goûts différents, de variétés, de grosseur, que votre choix, ce sera le bon. En 1956, les plantations d'oliviers provençal ont subi un hiver ravageur dont la région ne s'est jamais totalement remise. 56, un mois de janvier 56 très clément, où des températures 15-20 degrés, donc les arbres qui commencent à travailler, à être en sève, et le 2 février, boum, moins 12, moins 10, moins 12, moins 15, les arbres qui se fendent, c'est quelque chose, j'ai toujours entendu dire à des personnes un peu plus âgées que moi, qu'ils entendaient les arbres se fendre. Et donc le verger français, le verger oléicole, détruit à 90%. Quoi. En une nuit. C'est vous dire qu'on est quand même en limite de la culture de l'olivier. Je pense que beaucoup d'oliviers ont été arrachés pour faire place à des cultures moins aléatoires, notamment aux endroits où il y avait de l'irrigation. Donc il y a eu des prés, il y a eu des arbres fruitiers, du maraîchage. Et resté en olivier, les parties les plus pauvres, j'allais dire, où on n'avait pas d'irrigation. Et notamment, c'est pour ça que sur notre AOC des Baux de Provence, sur 2200 hectares, je crois qu'il y en a 80% qui sont au sec. On ne savait rien faire d'autre. Voilà. Certaines familles ont replanté des oliviers, mais la production en Provence reste confidentielle. Seulement 4600 tonnes d'olives produites par an. Leur qualité et leur typicité ont été reconnues par l'attribution en 2007 d'une appellation d'origine contrôlée. Une fois les olives de Rémy cueillies, elles vont être acheminées vers le moulin de Castelin pour être lavées à l'eau froide, triées, dénoyautées et broyées. Lors de cette étape de pressurage, les olives forment une pâte. Puis c'est l'étape de l'extraction, où l'on va mécaniquement séparer l'huile des autres composants de l'olive. Cette opération à froid donne naissance à l'huile d'olive vierge première pression. 5 kg d'olives sont nécessaires pour obtenir 1 litre d'huile. L'origine de la Seigneur des Baux, c'est une dispute, une forme de dispute entre 3 copains sur la date de récolte des olives. La fameuse Seigneur des Baux, emblème des huiles d'olive de la vallée, a été découverte par hasard. Sa composante principale est la grossane. Elle est cueillie à des moments différents et assemblée pour obtenir cette huile aux arômes de pamplemousse au début, puis de tomates mûres. Un savoir-faire qui reste très intuitif, surtout au moment de la récolte.
C'est un des gros sujets. Alors, dans une huile, comme dans tous les fruits qu'on cueille, comment vous déterminez une date de récolte? C'est le problème d'un fruit. Et l'olive est un fruit comme un autre. Donc c'est un fruit où il n'y a pas de marqueur, il n'y a pas de sucre. La couleur de l'olive à huile, elle ne sert pas à nous dire quand est-ce qu'il faut cueillir. Donc on va cueillir, il faut d'abord presser. On presse, on goûte, on presse, on goûte, on presse, on goûte. Et puis on n'aime pas. Voilà. Et donc la date de maturité est un facteur extrêmement important dans l'huile d'olive. La production d'huile d'olive française représente à peine 1% de la production européenne, loin derrière les productions espagnoles et italiennes qui occupent à elles deux 80% du marché. Autant dire que l'huile d'olive des Baux est un produit rare, issu d'un terroir spécifique, à consommer comme un grand cru. L'Espagne, c'est 50% de la production mondiale. La France, c'est 0,5% de la production mondiale. Donc il y a un facteur d'échelle de 1 à 100. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est bien pour le téléspectateur de savoir, c'est que l'huile d'olive a 2 usages. Il y a un premier usage, c'est de la matière grasse. C'est une excellente matière grasse merveilleuse. Et ça, c'est 95% de son usage. Et puis il y a les 5% qui restent. Et on est là pour ça aujourd'hui, c'est l'ingrédient, c'est le composant de la cuisine, c'est ce qui donne du goût. Et déjà là, on est dans une analyse qui est complètement différente. Il faut déculpabiliser le consommateur, acheter des huiles d'olive pas chères pour cuire, et puis faites-vous plaisir avec une toscane, avec une provençale, avec une catalane, et là on n'est plus dans le même discours. Je trouve que ça fait partie des bons moments de la vie, des situations un petit peu irréelles, de se retrouver ici dans un paysage extraordinaire, et puis de goûter ces olives cassées, de faire une dégustation d'huile d'olive, en pensant que ces olives ont été ramassées quand même à la main. Il en sait quelque chose. Oui, oui, Vérifie, bon, c'est impeccable. ça va? Ouais. Bon œil du chef. Cette année, c'est très très beau. Oh là, elles sont bien parfumées. Un peu salé. Un peu salé, mais C'est fait exprès. c'est fait exprès. Voilà, il Un faut petit poil d'amertume dans l'olive cassée. Ah ouais. On enlève le côté gras, ça enrobe bien. Le sel va porter en même temps une longueur en bouche, va permettre de bien fixer les arômes. C'est formidable. Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses alors. Donc alors, la première, c'est laquelle alors? Alors c'est le fruité vert de la vallée des Baux. D'accord. On a plusieurs types. On a 2 types. On a une AOC. Ouais. Avec 2 typicités, ce qui est assez exceptionnel au niveau des AOC. Une typicité dite fruité vert, qui est très végétale, herbacée, avec ses connotations herbes fraîches qu'on va trouver. Et puis une typicité dite fruité noir, où il n'y a plus d'attributs végétaux, mais plus que des côtés murs. Et la troisième alors? Alors la troisième, c'est la Seigneur des Baux. Hein. C'est l'huile de l'amitié. C'est vous, c'est la noblesse. C'est l'huile de l'amitié. C'est quand même une huile qui est typée vert végétal. Hein. Donc au nez déjà, il n'y a aucun déséquilibre. Non, je sais pas, c'est vous le spécialiste quand même. Vous avez Sous votre raison, chef. contrôle. Non, vous êtes un expert. Vous avez raison. C'est long en bouche mais pas agressif. Il y a de la structure, il y a de la matière. La caudalie est longue, on sent qu'elle est présente, elle est longue. Et il y a vraiment un final d'artichaut, Oui, oui. typicité de ces bonnes huiles. Et je crois que pour les accompagner, localement il y a forcément les recettes, mais j'irais d'un point de vue plus national. Je crois que ces huiles-là aussi sont très agréables, mis au dernier moment, comme ça, dans un plat. Un petit peu comme parfois on peut rajouter sur une blanquette un jus de citron ou du vinaigre dans d'autres plats. Je pense que pour continuer à donner la structure au plat, au dernier moment accru, parce que qu'est-ce qui est intéressant? Retrouver ce goût cru, et on sait très très bien cette fraîcheur, que si on va la cuire, on va la perdre. Exactement. Pour les cuissons à haute température, l'huile d'olive est très très intéressante. Mais je pense pas qu'il faille dépasser 210, 220 degrés. Après, il faut le proscrire parce que on est dans des huiles qui ne sont pas capables de supporter ces cuissons. Et c'est vrai que l'huile d'olive, pour cuisiner des plats, elle est idéale. Alors je pense que c'est vraiment très intéressant, c'est d'essayer aussi cette huile d'olive sans la dénaturer, tout en la respectant. Peut-être partir sur d'autres recettes, un peu moins classiques, notamment dans les desserts. Un bon sorbet, une bonne glace à l'huile d'olive, des 4 quarts, style le biscuit de Savoie, avec de l'huile d'olive dedans. Mais c'est à ravir. Ce qu'il faut, c'est vrai, c'est qu'on a besoin d'avoir des gens comme vous qui vont nous donner le meilleur, Voilà. pour que nous, on puisse après donner le meilleur. Et aujourd'hui, en France, je pense qu'on est largement à la hauteur, si ce n'est pas parmi les meilleures huiles mondiales. Ah, mais moi, j'en suis convaincu. C'est pour ça qu'on est là, du reste. Au
cœur du massif des Alpilles, en Provence, quelques agriculteurs continuent de produire des olives qui, une fois pressées, donneront une huile équilibrée au goût fruité. Cette huile d'olive de Provence, dont le rendement est infime, se consomme comme un grand cru. Un produit rare et précieux que Guy Martin sublime dans son atelier cuisine. Épicerie fine, c'est un produit d'exception et une recette inédite pour le sublimer. Aujourd'hui, je vous propose vinaigrette aux 2 citrons, au thym, à l'huile d'olive de la vallée des Baux pour accompagner un filet de rouget barbet. Pour cette recette, vous avez besoin de l'huile d'olive de préférence de la vallée des Baux, un rouget barbet, des artichauts, du thym, un citron vert, un citron jaune et du miel. J'ai besoin pour cette recette de 4 zestes de citron vert. Je vais l'émincer afin d'obtenir une fine julienne. Je les réserve. L'artichaut. Coupez la queue à peu près à 5 cm de l'artichaut. Mes artichauts sont dans l'eau citronnée afin qu'ils ne noircissent pas. Alors, la julienne, je la verse dans une casserole, tout simplement, et je recouvre. Quand l'eau va bouillir, je vais égoutter le citron vert et le réserver dans de l'eau glacée afin de le rafraîchir. Voilà, là, l'eau commence à monter à ébullition. Maintenant, je vais réaliser la vinaigrette à base d'huile d'olive de la vallée des Baux. Pour réaliser cette recette, je vais prendre du miel. Là, c'est du miel de citron. Ça va vraiment apporter une certaine acidité dont j'ai besoin. Donc, dans une casserole, je vais verser ce miel. Alors là, le miel cuit. Il est en train de prendre une belle coloration marron. Je vais rajouter le jus de citron. Je vais effeuiller aussi un petit peu de thym citron. Je vais ajouter l'huile d'olive de la vallée des Baux. C'est une huile d'olive première pression à froid. Je vais égoutter la julienne de citron et l'ajouter à ma vinaigrette. Maintenant, je vais cuire mes filets de rouget barbet. Posez-le toujours à l'opposé de vous. Quelques points de fleur de sel. La peau est bien caramélisée, elle est presque croustillante et je vais le laisser selon l'épaisseur 1 à 2 minutes. Mon filet de rouget est prêt, je vais le réserver sur du papier absorbant et émincer les artichauts. Voilà, les artichauts sont émincés, je vais les réserver dans un bol. Ma vinaigrette est donc prête. C'est exactement ça. J'assaisonne les artichauts. Les artichauts dans le fond de l'assiette. Mes filets de rouget cuits nacrés. Et un petit peu de vinaigrette. La recette est donc terminée. Vinaigrette aux 2 citrons et au thym,
à l'huile d'olive de la vallée des Baux, accompagné d'un filet de... Bonjour et bienvenue dans mon émission Épicerie Fine. Cette semaine encore, je vous amène à la découverte d'un produit du terroir français et de son producteur. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Bernard, éleveur de canards dans les Landes. Et bien sûr, en fin d'émission, mes astuces de chef et la recette du jour. Escalopeux de foie gras de canard poêlé, soba à l'huile de... Au cœur des Landes, à quelques kilomètres de Mont-de-Marsan, une tradition séculaire se perpétue, celle de la fabrication du foie gras. Inscrit dans la loi comme faisant partie intégrante du patrimoine culinaire et culturel de la France, il est l'un des fleurons de la gastronomie hexagonale, reconnu à travers le monde. Dans cette région, la première productrice de France après l'Alsace, il est préparé à base de canard, comme ici, sur l'exploitation de Bernard Dupuis. Bonjour Bernard. Et bonjour, comment allez-vous? Et vous, ça va? Oh, bien, bien, très très bien, merci bien. Bon alors là, nous sommes dans une vraie ferme landaise. Voilà, une vraie ferme landaise, voilà. Faite de canards et de céréales. Bon alors expliquez-nous un petit peu, c'est vous qui avez monté cette exploitation ou est-ce que c'est déjà votre famille? C'est mes arrière-grands-parents qui sont arrivés en comme simples métayers. C'est-à-dire tout appartenait à des grands propriétaires et ils ont été mis en place ici sur cette ferme. Mes arrière-grands-parents, mes grands-parents ont pris la suite, mes parents, et moi maintenant depuis une quinzaine d'années. D'accord, donc 4-5 générations. 5 générations ici sur la même exploitation, d'une même famille. Donc ça veut dire que la terre est bonne. Je ne sais pas si la terre est bonne, la terre est. Alors là, vous êtes sur une exploitation de quelle surface? L'exploitation totale représente 114 hectares. 114 Voilà. hectares. Là, vous avez la partie poussinière qui reste... voilà, toute l'année, on va se rapprocher, on va regarder. C'est des bâtiments qu'on bouge après chaque lot de canard. Après chaque bande, les poussinières sont déménagées, lavées, désinfectées. Voilà. Et là, en ce moment, vous avez une chance inouïe. Nous avons des petits canards qui ont 13 jours. Voilà, c'est génial. Voilà, qui commencent à sortir, on va voir. Alors, ils commencent, vous risquez d'en voir dans les poussinières, vous risquez d'en voir dehors. Rentrez si ça s'avère nécessaire en temps de pluie, en temps de mauvais temps. Et par contre, restez dehors sur une belle journée comme aujourd'hui. Donc là, en fin de compte, ces maisons démontables permettent voilà. de suivre la pousse de l'herbe. Voilà, hein, tout à fait. C'est D'ailleurs, ça. vous allez le voir, l'herbe en ce moment, voilà, on est sur le printemps, l'herbe pousse très très vite, donc Ouais. on laisse pousser. On nettoiera au dernier moment, juste là où on mettra les bâtiments. Mais on ne fait pas les choses en avance, on fait les choses au dernier moment, Voilà. comment elles se présentent. Au fur et à mesure de la nature. Voilà, au fur et à mesure nature. On s'aperçoit qu'il y a des canetons qui sont dehors. Est-ce qu'on sait pourquoi? Eh bien justement, c'est je pense relativement tôt, donc il y a des canards qui aiment se lever tôt et qui sortent, et puis d'autres qui ont le temps, mais ma foi, qui ont le temps de sortir. Voilà, c'est ça. C'est encore un petit peu tôt, voilà, c'est des petits canetons, ils ont 15 jours, mais pareil, on les laisse faire. Ceux qui sont dedans, ils restent dedans, ceux qui ont envie d'être dehors, ils sont dehors. Là, c'est les premiers jours où vraiment ils sont au contact de l'herbe, Voilà, dans... En principe, on commence à ouvrir les bâtiments, et là, c'est pareil, ils ont à choisir au bout du 7e jour. Voilà, les canards sont amenés, s'ils le désirent, par un tambour, à sortir. Alors, et au fur et à mesure qu'ils sont acclimatés, vous allez agrandir le Voilà, parc. on agrandit le parc. Vous voyez ce lot, je peux vous le montrer puisque vous êtes là, ça ira dans ce parc qui est en face. D'accord, Vous voyez, ok. ça représente une surface un petit peu plus de 4 hectares. Et les canards auront toute cette parcelle pour choisir. Incroyable. Avec des abreuvoirs, avec... Ouais, voilà. ouais. Vous essayez au maximum que la nourriture, que tout soit fait sur place. Voilà, hein, c'est ça le maximum de choses voilà, qui sortent de l'exploitation. Pour nous, c'est très important, justement, vous voyez, le fait déjà de manger de l'herbe. Vous voyez, c'est mine de Ouais, on rien, les le voit, canard, ils sont- c'est un herbivore, voilà, tranquillement. Voilà, il commence à faire sa vie.
Est-ce qu'on peut dire que globalement, les autres éleveurs sont dans la même dynamique que vous, je pense qu'il y a sûrement quelques exceptions, mais je pense que la grande majorité des éleveurs ont le même contexte. On a tous envie de faire très très bien les choses. De faire très bien les choses. Oui. C'était pas comme ça avant. C'était pas du tout comme ça avant dans le monde agricole. On jetait du maïs ou autre chose, ou parfois dans des vieilles casseroles, on mettait ce qui restait un petit peu. Aujourd'hui, on est vraiment dans un souci de se dire il faut de l'eau, il faut qu'il puisse se laver, il faut qu'il puisse boire, il faut qu'il soit bien. Il faut qu'il soit bien. Et ça change tout, parce que la volaille, elle va être élevée de façon différente. Elle va vivre dans un environnement exceptionnel. Les animaux ne sont pas agressés par le bruit, ils vivent naturellement dans des prairies. Ils mangent au fur et à mesure ce dont ils ont besoin, et ils vont nous donner le meilleur d'eux-mêmes. Ça me rassure, parce que je me dis, on est dans la qualité. On est dans la qualité, on est dans la rigueur, on est dans ce que je recherche, dans ce que j'aime. Et en même temps, c'est réconfortant pour tout le monde, parce que derrière tous ces paysans, il y a vraiment un encadrement, il y a une filière qui existe, avec des cahiers des charges précis, des demandes précises, pour que tout soit maîtrisé et qu'au niveau sanitaire, on ait les meilleurs produits. L'essentiel de l'alimentation de ces canards est constitué de maïs produit à la ferme. Alors, moi qui suis d'origine paysanne, en Savoie, dans les cours de ferme, je voyais ma grand-mère qui prenait du maïs, qui jetait comme ça à la jetée des grains. Ça continue, c'est Non, alors voilà, fini. non, je pense que c'est fini dans la mesure où, ne serait-ce que le premier aliment est quelque chose d'intéressant à manger qui doit rester quand même relativement propre. D'accord. Donc voilà, donc on le met dans ce qu'on appelle des petites mangeoires qui s'appellent des picorettes, où les canards viennent tout doucement, tranquillement, à leur rythme, toujours pareil, manger. D'accord, voilà. ok. L'aliment est dedans, vous voyez, donc il n'est pas en contact du sol, donc reste relativement propre. Ah, ok, donc c'est... Voilà, alors on prend un seau, vous voyez, puis on les de temps en temps, dans la journée, éventuellement plusieurs fois, parce qu'il y en a, vous voyez, très très peu dedans, et bien on vient compléter. Que je comprenne bien, en partie sur le reste de votre exploitation, vous cultivez votre maïs. Oui. Alors ce maïs, pour qu'il devienne en granulé comme ça, qu'est-ce qu'il a subi comme transformation? Comment vous faites? Alors, qu'est-ce que ce maïs-là, à la saison, on l'amène dans notre coopérative. D'accord. Et après, pendant toute l'année, on va se rechercher la quantité de notre maïs ou de notre céréale dont on a besoin et qui nous le transforme et ça devient de l'aliment. Ouais, c'est ça. On aime bien travailler notre céréale, on aime bien travailler, on aime bien travailler des choses qu'on connaît. Vous connaissez la qualité, voilà, vous avez une traçabilité à tous les niveaux. Voilà, tout à fait. Parce qu'on connaît notre céréale, on a envie de la travailler. Voilà. Et d'essayer de faire tout simplement quelque chose de bien. Quelques semaines plus tard, les canards ont grandi. Ils sont emmenés sur une autre parcelle de l'exploitation, plus grande et riche en herbe, où ils vont encore se développer pour atteindre 12 à 14 semaines. Donc là, alors on a vu les canards qui ont 2 semaines, 13 jours exactement. Alors voilà. Ceux-ci, ils ont quel âge? Voilà, ici vous avez des canards qui ont 8 semaines. 8 semaines, d'accord. Voilà, qui sont dans un parc, totalement herbeux. Et vous voyez, le canard est quand même quelqu'un qui ne gaspille pas, qui est capable de manger petit à petit. Vous voyez, ici c'est relativement manger, je veux dire, alors que petit à petit, le canard va aller chercher juste ce qu'il a besoin. Et vous venez régulièrement Ah oui, donc on vient voir, ils sont là à côté de l'abri, toujours pareil, c'est quelque chose qui va se faire naturellement, ils ont besoin d'y aller, ils y vont, c'est quelque chose qui est tout le temps ouvert. Voilà. Ils n'ont pas envie d'y aller, ils n'y vont pas. Mais on ne les oblige pas à aller ou rester là. Ils vivent leur vie. Voilà. Est-ce qu'il y a un cahier des charges, un protocole à suivre? Est-ce que vous pouvez faire exactement tout ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes quand même encadré? Est-ce qu'il y a des surfaces imposées? Comment ça fonctionne un petit peu? Alors oui, on est encadré. Non, tout ne peut pas se faire. Je veux dire, il y a des choses. Chaque canard doit avoir une surface minimale de nombre de mètres carrés. Je veux dire, dans un environnement sain, je veux dire, protégé. Tout le tour, je veux dire, hélas, mais il faut quand même une clôture pour protéger ici les prédateurs. Et puis voilà, et les choses se fassent le plus naturellement possible. Il faut qu'on revienne à ça. Voilà, mais je pense que c'est important pour le consommateur aussi de se dire, chacun ne fait pas ce qu'il veut chez lui. Voilà, tout à fait, parce qu'on est, effectivement, on est des producteurs, mais aussi, moi le premier, on est des consommateurs. On est des consommateurs, et on aime bien manger des choses qui sont naturelles. Donc après, la période d'après, c'est le gavage. C'est le gavage, voilà, tout à fait. Là, on ferme tous nos canards dans un bâtiment. Là, on fait venir des voisins ou des amis qui, tout simplement, viennent nous aider à les attraper.
Et ensuite, voilà, ils sont chargés dans des camions qui vont se faire gaver dans d'autres exploitations. Voilà, dans d'autres exploitations. Et il faut bien préciser sur le gavage qui dure à peu près une douzaine de jours, que le canard ne mange que ce qu'il a besoin. Tout à fait, tout à fait, voilà. On ne sait pas, voilà, je crois que petit à petit, tout le monde apprend encore dans ce métier. Effectivement, maintenant, on essaie de faire en sorte que le canard ne mange que ce qu'il a besoin. Voilà. D'accord. Faire un joli foie, un foie normal, qu'on ne cherche plus des quantités énormes, qu'on connaît quelque chose de sain, quelque chose de bon. On est vraiment dans une qualité que certains autres pays ne font pas exactement comme chez nous. Avec la technique du gavage, longtemps controversée mais très encadrée, le foie du canard adulte va fabriquer naturellement les graisses qui feront de lui un foie gras. Maintenant, quant au gavage, il faut aussi comprendre que c'est une période courte qui correspond à peu près à une dizaine de jours de la vie d'un animal. Et que, au sein de ce gavage, la nourriture qui sera donnée à l'animal correspondra exactement à ce qu'il peut manger. Donc on ne va pas lui donner plus que ce qu'il faut. Et je crois qu'aujourd'hui, ce terme gavage a été un peu galvaudé et ne correspond plus réellement à la réalité. Je suggérerais de changer le nom de gavage, de trouver un autre nom qui correspondrait mieux à l'éthique de ce qui est fait, en sachant que la législation impose un protocole très strict et que je crois d'ici 2015, il y aura encore une montée en puissance sur les coutumes, sur la façon de gaver. Donc il y a un réel souci, il y a une réelle implication de tout le monde. Dans l'Antiquité, on gavait déjà les oies, mais avec des figues. Au XVIe siècle, le maïs importé d'Amérique les remplace dans le sud-ouest de la France. La consommation de foie gras est assez ancienne. Alors il semblerait que ce soit les Égyptiens qui ont commencé donc à gaver des oies essentiellement. Et la consommation a dû se faire à cette époque-là. Et depuis le siècle dernier, le foie gras se consomme dans des grands restaurants ou des fêtes de fin d'année. Alors il y avait une consommation traditionnelle, pas trop, parce que les gens gavaient les oies et les canards, ensuite vendaient leur foie, puisque ça leur faisait quand même, c'était pour avoir du revenu. Et ensuite, ce qui était consommé, c'était traditionnellement, c'était la viande, donc avec des confits. Alors depuis, disons que ces 30 dernières années, les évolutions sont amenées et les gens aujourd'hui dans les fermes consomment quand même du foie gras. Le consommateur veut manger le foie gras plutôt en conserve. Autant aujourd'hui, on s'aperçoit que plus on va, plus le consommateur apprécie de travailler un produit frais, un foie gras frais avec poêlé ou comme ça. Et c'est vrai que l'habitude de consommation évolue de ce côté-là. On privilégie le traditionnel, quoi. On reste vraiment dans cet état d'esprit-là, quoi. Avec 20 000 tonnes chaque année, la France est le premier fabricant de foie gras au monde, le département des Landes arrivant en tête du palmarès de production. Aujourd'hui, le foie gras de canard, moins gras et plus petit, a supplanté le foie gras d'oie dans les habitudes de consommation. Si sa production a désormais atteint une échelle industrielle, elle respecte pour autant les gestes traditionnels des fermes landaises chères à Guy Martin. Là on voit, on a les foies qui arrivent des abattoirs, des canards qui ont été abattus il y a à peine 2 heures, qui viennent d'arriver ici. Donc on a des opératrices qui commencent à trier le foie en fonction de sa texture et de sa qualité, pour savoir si on va pouvoir en faire des produits, des entiers ou plutôt des produits, on va dire, du bloc ou du bloc morceau. C'est exactement les mêmes gestes qui sont faits là, qui étaient faits de façon traditionnelle, comme on dit souvent à la ferme, où l'opératrice aujourd'hui, elle déveine son foie exactement comme on évenait à la ferme, où on vient ouvrir son foie, on ouvre le portefeuille comme on l'appelle, et on vient évener délicatement les veines. Donc là, le produit il sort de cuisson. Donc on retrouve notre produit qui a été emboîté, qui est passé par la pasteurisation et qui est ici en fin de refroidissement. Donc on retrouve notre foie gras entier pasteurisé. Donc là il est prêt à être consommé. Alors l'idéal, on le laisse quand même en maturation encore au minimum entre 2 et 3 mois pour que les arômes puissent se diffuser à l'intérieur du foie. La pasteurisation permet au foie gras de se conserver et de s'exporter à travers le monde. En France, la filière compte 30 000 emplois directs et près de 100 000 emplois indirects.
fait vivre des milliers de gens, ça fait vivre la production, ça fait vivre les agriculteurs, ça fait vivre des usines. C'est un produit, je dirais aujourd'hui, qui est incontournable. Enfin, vous décrire son importance, si on veut comparer, je ne sais même pas s'il existe d'autres produits aussi emblématiques dans d'autres régions que le foie gras dans le sud-ouest. La moindre occasion, on va sortir son bocal de foie gras pour le partager avec des amis. Ça fait partie de la convivialité du sud-ouest d'avoir ce foie gras, entre autres, sur la table. Foie gras entier, en bloc, en mousse, en pâté, cru, cuit ou mi-cuit, le consommateur a le choix des textures, des qualités et des prix. Alors voilà, le plus petit bocal, c'est du 140 grammes, c'est 2-3 personnes, et c'est de l'entier, donc. Ensuite, on a un modèle en boîte. L'handicap de la boîte, c'est un petit peu, on ne voit pas la fonte. Mais enfin, en principe, on sélectionne quand même les foies les moins fondants. Dans le bocal, tous les foies se ressemblent, mais le goût, il faut à la limite le goûter. Et je pense que le goût, c'est lié à l'herbe, parce que moi, j'ai des canards qui ne font pas que manger du maïs, qui mangent de l'herbe, et c'est lié à la qualité du maïs. Il y a des différences de qualité. Est-ce qu'on peut dire attention au foie gras un peu petit, éviter? Demander, c'est toujours mieux, c'est la législation française, c'est toujours mieux quand on va acheter son foie gras de poser la question quelle variété de canard. Ici, on est dans la région du mulard. Le foie gras doit avoir un bel aspect. Il doit rompre, mais avec souplesse. La chair, la texture ne doit pas être granuleuse. Si le foie gras est trop mou, ça veut dire qu'il est de mauvaise qualité. Là, c'est vraiment important de demander la provenance et demander la façon dont il a été élevé. Ça, c'est vraiment la base. Il y a vraiment, chacun après doit s'approprier, faire sa recette en fonction de ce qu'il aime, de son goût, de sa région. Traditionnellement, le foie gras se déguste en entrée lors des repas de fête. Il peut également se manger chaud, poêlé ou servir d'ingrédient dans des recettes plus élaborées, comme le fameux tourne-dos Rossini ou des farces pour volaille. Donc là, on a le foie gras un peu sous toutes ses formes. Voilà, tout à fait. Donc là, c'est le lobe de foie gras voilà. Qui font autour de 550 grammes, 600 grammes. Voilà, tout à fait. C'est oui, ça voilà, tout à fait. Voilà. Là, c'est une terrine de foie gras, je dirais, un peu traditionnelle, c'est ça? Oui, voilà, il a été cuit simplement d'une certaine manière, c'est-à-dire dans une terrine. Dans une terrine. Et ça c'est aussi un foie gras que j'adore faire comme ça. C'est un foie gras donc, qui a été poêlé et monté en couches voilà. Et fabriqué comme ça, monté en terrine. Et là, on a deux terrines, voilà. Enfin deux bocaux de foie gras. Deux bocaux de foie gras. L'un, vous voyez, quelques petits points noirs, c'est aux truffes. On adore. Et ceci, autre produit du terroir, l'Armagnac. L'Armagnac, bien sûr. Foie gras à l'Armagnac. Voilà, alors, on va dire juste peut-être deux mots sur par exemple, sur ces deux bocaux. Oui. C'est un foie gras qu'on peut consommer plus longtemps dans le temps. Celui-là, forcément, c'est un foie gras qu'il faut consommer une fois qu'il a été préparé. Tout à fait. Mais là, c'est un foie gras qui se conserve, qu'on peut garder à la maison, à l'abri de la lumière. Voilà, tout à fait, oui. Voilà, dans une pièce neutre, où il y a peu d'écart de température, c'est quelque chose qui peut tenir tranquillement plusieurs mois. Effectivement, tout à fait. Au Grand Véfour, ce que j'aime faire, notamment avec le foie gras, c'est rajouter un petit peu de graines de maniguette, les graines de paradis. C'est un poivre qui est quand même rond, soutenu mais rond. Et puis rajouter toujours, en ce moment j'utilise de la pastèque. Ça va apporter une fraîcheur au foie gras cuit en terrine avec de la pastèque. Même si ça peut choquer, c'est tout en finesse. Allez. Alors on commence peut-être par celui-ci, voilà, non? Tout à fait, celui-ci, c'est le plus simple à manger. On va se faire tranquillement des morceaux. Avec une cuisson maîtrisée. Voilà. Et là, nous avons un petit peu de... Oui ou pas? De fleur de sel. Non, je pense que ça, c'est plutôt au goût de chacun. Mais à mon avis, goûtez le naturel. Bon, naturel. Voilà. Et après, c'est quelque chose qu'on peut faire tranquillement. Ouais, voilà, bon. on est là pour un petit moment tous les deux ensemble. Ouais. Voilà. Faisons-le bien, faisons-le simplement. Très bon avec la pomme. Au cœur des Landes se prépare l'un des fleurons de la gastronomie française, le foie gras. Les canards mulards sont nourris à la ferme avec une alimentation essentiellement constituée de maïs, qui lui confère son goût marqué, mais délicat. Souvent dégusté froid sur des toasts, le moelleux du foie gras se révèle plus particulièrement lorsqu'il est poêlé. Démonstration en cuisine avec Guy Martin. Épicerie fine, c'est un produit d'exception et une recette inédite pour le sublimer. Aujourd'hui, je vous propose l'escalope de foie gras de canard poêlé, soba à l'huile de sésame. Pour cette recette, vous avez donc besoin en particulier d'un beau foie gras de canard,
Alors, à défaut de foie gras de canard, vous pouvez éventuellement utiliser un foie gras d'oie. Des pâtes, des soba, ces pâtes japonaises, de l'huile de sésame, du citron, les marrons que je vais juste couper en deux, de la farine qui va servir à fariner les escalopes de foie gras et de la salade, des pousses de salade si possible jeunes. En premier, donc juste couper en deux, les marrons. Et je les réserve. Maintenant, la vinaigrette. Un petit peu de fleur de sel, quelques tours de poivre du moulin, le jus de citron. Je vais rajouter l'huile de sésame. Ma vinaigrette est préparée. L'escalope de foie gras. Quand vous avez vos escalopes de foie gras qui sont coupées, quadrillez-les à l'aide d'un couteau. Cette opération va faciliter la cuisson. Et maintenant, surtout, le foie gras s'assaisonne, bien sûr, avant de le cuire. Un bon tour de poivre du moulin, du sel, et maintenant, je vais fariner le foie gras. Je vais tapoter sur l'aile de l'assiette pour ôter l'excédent de farine. Maintenant, je peux cuire les pâtes et poêler mon foie gras de canard. Il faut vraiment le saisir pour bloquer au maximum le gras. Donc la farine va aider à bloquer ce gras pour que la cuisson soit légèrement croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Je vais en même temps tiédir mes châtaignes, mes marrons que j'ai coupés par la moitié. La cuisson est parfaite, la coloration est parfaite. Quand vous voulez faire revenir des pommes de terre, réservez ce bon gras pour faire revenir vos pommes de terre. Mon foie gras est cuit, une légère pression au doigt. On s'aperçoit qu'il doit avoir une petite résistance et on sait que le foie gras est cuit. J'ai cuit mes pâtes soba. Je vais mélanger ma vinaigrette avec mes pâtes soba cuites et goûtées. Alors mes pâtes soba, je les ai trouvées dans un magasin spécialisé sur les produits asiatiques. Maintenant, vous pouvez aussi les trouver facilement dans les grandes surfaces. Les pâtes soba peuvent se consommer froides, tièdes ou chaudes. Dans cette recette, je les sers chaudes. Les pâtes, je vais les tourner. Répartir un petit peu de pousses de salade, de pousses d'herbe en fonction du jardin, en fonction de la saison. La recette est terminée. L'escalope de foie gras de canard poêlée, soba à l'huile de sésame.